Nommés et installés le 22 juillet 2024, 7 membres de l'actuelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont été reçus ce jeudi 13 février 2025 dans l'Ordre national du Bénin. Le président de l'institution, Édouard Loko, a été fait grand croix de l'Ordre. Marcelin Tossou Aronoukou a accédé au grade de grand officier. Quant à Mohamed Baré, Basile Chibozo, Lionel Begonoune, Ndancha et Rukiatou Biafay, ils ont été faits commandeurs de l'ordre. Heureux récipiendaire, s'il est un point qui vous lie, c'est que vous avez servi l'État dans ses hautes fonctions. Votre compétence et vos qualités font de vous des commis exceptionnels de l'État. Vous êtes très apprécié et en outre, vous avez manifesté une disponibilité totale pour exécuter avec diligence les missions qui vous ont été confiées. Votre dévouement à la cause de la nation, vos performances professionnelles, votre diligence à la tâche, votre sens élevé de la mission républicaine, ainsi que votre défense sans réserve des intérêts de notre peuple sous-tendent la décision du président de la République de vous témoigner la reconnaissance nationale en vous promouvant et en vous élevant dans l'ordre national. Recevez au nom du président de la République, grand maître des ordres, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Au nom de ses pairs, Édouard Loko a exprimé sa gratitude au chef de l'État Patrice Talon, grand maître de l'ordre. Il reconnaît à sa juste valeur cette décoration. Chez nous, à Porto Novo, dans ma langue d'adoption, on dit Akwemaho. Nous avons dépassé chevalier, nous avons dépassé officier. Nous voilà commandeur directement. Officier, grand officier. Et moi-même qui viens de finir le tableau. C'est dans la sous-région qu'il y a des cadres qui connaissent ce que cela signifie. Et à la fin de toute leur correspondance, vous allez lire chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre national. Dès demain, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général, toutes mes correspondances, à la fin de mon nom, vous mettrez en bas grande croix. Ce n'est pas de la vanité. C'est que nous reconnaissons, et les conseils aussi peuvent le faire, ils doivent même le faire, nous reconnaissons à sa juste valeur ce que c'est que cette décoration. Parce qu'une fois encore, je le redis, à quoi mahor. Le vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, Falilou Akadiri, rappelle que les réceptions dans les différents ordres visent la reconnaissance et la récompense des mérites des citoyens béninois ou autres acteurs ayant rendu d'éminents services individuels ou collectifs à la nation en vue de son progrès. 1994-2025. 30 ans que la Fédération des unions de producteurs du Bénin a vu le jour. Depuis sa création, la Fédération des unions de producteurs FUPRO accompagne l'évolution du secteur agricole à travers des initiatives visant à améliorer la productivité, la formation des agriculteurs et l'accès au marché. Au moment de faire le point de ces 3 décennies, c'est avec nostalgie que le bilan se dresse. Il y a 30 ans, en 1994, un groupe visionnaire des producteurs agricoles décidé de s'unir pour défendre leurs intérêts et promouvoir un développement agricole plus structuré et équitable. Ainsi est née la FUPRO Bénin, une organisation pionnière qui, dès ses premières années, s'est donnée pour mission de renforcer la voix des producteurs, d'améliorer leurs conditions de travail et d'assurer une meilleure représentativité dans les instances de décision. Nous avons œuvré à la structuration des filières agricoles, à la professionnalisation des producteurs et à la mise en place de mécanismes innovants
pour le financement et l'accès aux services agricoles. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avant tout pour célébrer ces acquis, mais aussi pour réaffirmer notre engagement en faveur d'une agriculture béninoise plus performante, plus durable et plus inclusive. Chers parents agriculteurs et agricultrices, je voudrais déjà vous dire que vous êtes célébrés et vous êtes tenus d'être célébrés tous les jours. À chaque matin, quand nous prenons notre bol de bouillie, à midi, notre plat, c'est qu'on vous célèbre. Parce que quelqu'un a dit que votre nourriture soit votre médicament. Et si nous mangeons un plat, au-delà de tout le soin qu'on prend dans la cuisine, c'est d'abord la qualité de vos productions qu'on célèbre. Cet événement a également connu la présence du maire de Komé, qui a également salué le rôle de la FUPRO dans le développement local et national, soulignant l'importance d'une agriculture organisée et résiliente face aux défis actuels. Aujourd'hui, nous saluons non seulement les acquis de ces 30 années d'efforts soutenus, mais également la résilience et l'engagement de milliers d'agriculteurs qui continuent de faire progresser notre secteur. Le choix de Komé pour accueillir cette célébration témoigne de la reconnaissance portée aux producteurs de notre région. Le département du Mono, par la diversité et la qualité de ses productions, joue un rôle essentiel dans l'économie nationale. Il continue et constitue un véritable creuset d'innovation dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Cet anniversaire est l'occasion de tirer des enseignements du passé et de réfléchir ensemble sur les perspectives pour une agriculture plus moderne, compétitive et inclusive. Dans la vision du chef de l'État, nous voulons des producteurs avertis, formés et compétents pour prendre la relève de ceux qui aujourd'hui s'échinent à nous produire notre source d'alimentation. C'est le lieu de remercier la FIPRO et ses instances pour l'effort qu'ils ont fait en maintenant d'une part le niveau de la production et en assurant à notre peuple les moyens de subsistance. Ce 30e anniversaire est un moment de reconnaissance du travail accompli, mais aussi un appel à la mobilisation pour consolider les acquis et garantir un avenir prospère aux producteurs béninois. Inventé en 1947 par les Américains John Barden et Walter Brattain, le transistor a révolutionné la radio en permettant la miniaturisation des appareils et l'amélioration de la qualité sonore. Avec sa capacité à amplifier les signaux, les transistors ont permis aux auditeurs d'accéder à une multitude de stations, même dans des zones éloignées. Alors que les années passent, la radio traditionnelle fait face à des défis sans précédent. Avec cette transition vers le numérique, son usage diminue. Vous savez, le monde évolue à une vitesse très élevée et les êtres humains sont collés à ce qui bouge. 15 ans, 20 ans en arrière, on pouvait perdre toute une journée assis à écouter la radio. Aujourd'hui, avec les difficultés, tout le monde bouge, on veut travailler. C'est parti d'abord des portables qu'on pouvait écouter, on pouvait prendre écouter la radio là-dessus, mettre juste l'écouteur. Mais par la suite, on a trouvé que c'était aussi encombrant de mettre tout le temps l'écouteur dans les oreilles. Et par la suite, les réseaux sociaux sont entrés dans le jeu. C'est-à-dire, chaque minute, je peux juste me connecter sur une plateforme, avoir l'information, suivre une vidéo, m'amuser, me divertir, sans pour autant me bloquer devant le poste téléviseur ou devant la radio. C'est ça qui explique aujourd'hui qu'on est en train de se décoller tout petitement, si je peux le dire ainsi, des transistors et tout, parce qu'on veut la liberté d'action, on veut être en mouvement, on veut se chercher sans pour autant se coincer quelque part à écouter la radio. Les gens veulent aller s'informer plus sur les réseaux sociaux. Ils estiment que c'est pratique, ça se porte partout. On est avec l'information partout où on passe, on n'a plus besoin de traîner un poste radio pour être informé. Les réseaux sociaux sont quasi suffisants pour les gens.
malheureusement. Donc, ce sont les réseaux sociaux qui ont un peu occasionné la baisse des audiences des radios. Les postes radio à transistor ont gagné en popularité dans le monde, mais leur disparition pourrait nuire à la fiabilité de l'information. L'impact, c'est déjà la vérification de l'information. Vous allez constater que l'Infox a pris réellement le pas aujourd'hui. On vous annonce aujourd'hui la mort de tel, et 2 heures après ou 1 heure après, c'est la personne qui annonce qu'il n'est jamais mort. Celui qui avait balancé l'information vient écrire derrière en bas, on s'est trompé, il est toujours en vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand même ils se promènent sur les réseaux sociaux, ils tombent sur une information. Ce qui vous sert en même temps, c'est j'attends la confirmation de telle radio. J'attends que telle personne qui travaille à la radio vienne le confirmer. Parce qu'aujourd'hui, vérifier l'information à travers les réseaux sociaux, c'est assez difficile. Parce que le relais est tellement facile qu'une fausse information, dans les 10 minutes, peut rapidement faire le tour des réseaux sociaux. Et on ne sait même pas d'où ça vient, mais tout le monde relaie. Et chacun relaie avec son apport qui n'apporte rien de nouveau à l'information, mais cherche à confirmer ce que vous n'avez pas la possibilité de confirmer. Donc, les médias traditionnels, comme je peux le dire ici, ou les transistors, resteront toujours en amont pour la vérification de l'information. Ce qui veut dire que si il arrivait que ces postes transistors, comme vous le dites si bien, disparaissaient, on aura du mal à vérifier l'information parce que l'Infox prendra du pas sur les vraies informations. La radio traditionnelle se doit de s'ajuster aux nouvelles tendances afin de fidéliser ses auditeurs. Quelques professionnels de la radio livrent des stratégies. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est que ces radios traditionnelles essaient de s'adapter à l'évolution de la science. Aujourd'hui, toutes les radios, ou les radios quand même qui veulent se montrer et rester au pas, ont tous au moins une radio sur des lignes, des radios en ligne. Ils ont au moins un site internet où on peut les écouter. Je crois que c'est là réellement que doit se trouver la solution. Quand je n'ai pas la possibilité de me déplacer avec mon poste transistor pour écouter la 88.6 parce que je suis tout le temps abonné à OCFM, mais quand je sais que quand je prends mon portable, j'ai la connexion internet, je vais sur l'application de OCFM, je peux l'écouter. Je crois que c'est toujours la radio traditionnelle que j'écoute, mais adaptée à l'évolution de la science. Je crois que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, pour s'adapter, il faut aller vers l'auditeur, là où il est. Il faut amener la radio vers l'auditeur. Je m'explique. L'auditeur, aujourd'hui, est sur les réseaux sociaux. On sait qu'il est présent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut amener la radio sur les réseaux sociaux. En quoi faisant? En adoptant le numérique, c'est-à-dire les sites de la radio, les différentes pages des réseaux sociaux doivent être utilisés pour la publication des émissions de la radio, des programmes de la radio de plus en plus. Et donc, pour amener la radio vers l'auditeur, il faut amener les liens de ces publications sur les réseaux sociaux parce que je suis convaincu que les liens, on les clique davantage sans pouvoir forcément se rendre compte du contenu. On clique de plus en plus sur les liens parce qu'on veut voir ce qui est dedans. On clique sur les liens pour voir ce qui est dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la radio vers l'auditeur là où il est, en partageant les liens, en publiant les liens, en valorisant les pages des réseaux sociaux des radios. Alors que le monde avance vers le numérique, le risque de disparition du transistor est réel, mais pas inéluctable. Promouvoir l'inclusion en renforçant les compétences en matière de genre dans la chaîne de l'infrastructure qualité pour le commerce, c'est la thématique centrale autour de laquelle seront convergées les idées au cours de cet atelier qui réunit à Cotonou experts cadres à divers niveaux, acteurs régionaux et internationaux du secteur de la normalisation, de métrologie et de contrôle qualité. Pour les organisations internationales, il est essentiel de garantir que les femmes soient représentées dans le processus d'élaboration des normes qui les concernent. L'égalité entre les sexes n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi un fondement nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable. Malgré le progrès réalisé, des inégalités persistent, entravant le développement social et économique. Selon les Nations Unies, en moyenne, les femmes sur le marché du travail gagnent toujours 23% de moins que les hommes au niveau mondial, et elles consacrent environ 3 fois plus d'heures que les hommes au travail domestique et aux soins non rémunérés. Nous savons tous qu'éduquer une femme et soutenir une femme, c'est soutenir une famille.
Il y a des rapports de l'ONU, par exemple, sur la participation des femmes, en disant que les femmes réinvestissent généralement jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé et la nutrition de leur famille et leur communauté. Ces pourcentages nous montrent que le genre est une question qui doit être prise en compte dans les initiatives de l'Afrique. Au dire du directeur général de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité du Bénin, la vision de cette conférence rime avec celle du gouvernement du président Talon à travers les actions de l'ANM. Les conclusions issues de ces assises contribueront donc à coup sûr à l'amélioration de l'infrastructure qualité au profit de l'ensemble des consommateurs nationaux qu'internationaux au vu des exigences actuelles. Pour ce faire, pendant 2 jours, vous aurez à identifier les objectifs concrets pouvant nous aider à intégrer la perspective de genre dans les activités. Vous aurez à élaborer un plan d'action pour l'égalité des sexes. Vous aurez enfin à proposer des thématiques sur les modules de formation visant à renforcer la compréhension des acteurs impliqués sur les enjeux liés au genre. Il y a lieu de rappeler que notre pays s'est engagé sur la voie d'une croissance éco-accélérée, car les domaines abordés par la présente conférence cadrent bien avec l'une des priorités du président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Talon. Selon la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, par la voix de sa conseillère technique juridique, la qualité est un levier fondamental pour le développement économique et social d'une nation. Cette qualité ne peut être pleinement obtenue que si elle est inclusive et accessible à tous. L'intégration du genre dans l'infrastructure qualité ne se limite pas à une simple équité entre les sexes. Il s'agit d'une approche stratégique visant à garantir que les normes, la réglementation et la certification prennent en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes afin de favoriser leur participation équitable aux échanges commerciaux et à la compétitivité économique. À travers ce projet, vous avez l'ambition d'identifier des objectifs concrets, d'élaborer un plan d'action pour l'égalité des sexes et de renforcer les capacités des parties intervenantes afin que chaque acteur de l'infrastructure qualité puisse intégrer la dimension genre dans ses pratiques. Au cours des 2 jours que va durer cet atelier, les acteurs présents sont donc invités à une participation objective pour l'atteinte des objectifs escomptés. Un procès historique opposant Shell à des communautés nigérianes victimes de pollution s'est ouvert jeudi à la Haute Cour de Londres. L'affaire concerne des fuites d'hydrocarbures ayant contaminé les terres et les eaux du delta du Niger, privant des milliers de personnes d'eau potable et compromettant pêche et agriculture. Les communautés de Bilé et d'Ogalé accusent Shell de centaines de fuites provenant de ces pipelines. Leurs avocats dénoncent la négligence de l'entreprise britannique qui n'aurait pas pris de mesures nécessaires pour prévenir les dégâts. Shell, de son côté, réfute ces accusations et affirme que la pollution est principalement due à des sabotages, vols de pétrole et raffinages illégaux. L'entreprise assure que sa filiale régionale nettoie tous les déversements, quelle qu'en soit l'origine. Les avocats des 13 000 Nigérians accusent Shell d'avoir échoué à prendre des mesures élémentaires pour empêcher cette pollution. Si la justice britannique tranche en faveur des plaignants, ce serait la première condamnation d'une multinationale pour pollution environnementale et violation des droits humains. La justice ivoirienne a condamné mercredi à Abidjan Damana Adia alias Pikas et Kwa Justin, 2 cadres du DPSI à 10 ans de prison ferme sans mandat de dépôt
pour trouble à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Le secrétaire général du parti dénonce une manœuvre politique pour affaiblir son camp. Le PPACI est indigné par ces condamnations qui sont taillées sur mesure pour maintenir la tête sous l'eau à des cadres dont on sait qu'ils sont importants dans le système du président Laurent Gbagbo, qui est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, le pouvoir Alassane Ouattara essaye d'éliminer tous les adversaires qui peuvent lui barrer la route dans sa conquête, dans sa quête du pouvoir éternel. Le procureur de la République ivoirienne soutient par contre que la programmation du procès qui intervient à quelques mois de la présidentielle d'octobre prochain n'a pas été faite en fonction du calendrier électoral, ce que conteste le PPACI. Les camarades qui ont été condamnés en première instance, leurs avocats ont fait appel. Nous allons les soutenir, les accompagner. Nous allons continuer à faire les mobilisations afin que le régime sache qu'il ne peut pas continuer à ramasser les cadres du PPACI les uns après les autres. Mais pendant ce temps, le plus important, nous n'allons pas nous laisser détourner de notre objectif, à savoir préparer l'élection du président Gbagbo. Après plusieurs mois d'attente, la Cour des comptes du Sénégal a finalement rendu public son rapport sur la situation des finances publiques pour la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Et dans ce document, il est fait état de plusieurs anomalies, incriminant ainsi l'ancien régime de Macky Sall, accusé il y a quelques mois par le Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir maquillé notamment les chiffres de la dette. Et il ressort du nouveau rapport de la Cour des comptes que cette dette est en fait plus élevée que celle présentée dans les documents de rapport précédents. Celle-ci représente, selon le nouveau document, plus de 99% du PIB, loin donc des 74% présentés fin 2023. Quant au déficit budgétaire présenté au FMI, il passe de 5% à 12%. Le rapport indique par ailleurs que la masse salariale est passée de 744 milliards en 2019 à plus de 1303 milliards en 2023, soit une évolution de plus de 75%. Et bien évidemment, ce rapport de la Cour des comptes a fait réagir l'opposition, notamment l'ancien régime de Macky Sall, et celle-ci parle déjà de manipulation et promet d'apporter des réponses. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Une délégation de chefs religieux s'est rendue mercredi à Goma pour rencontrer les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo qui inclut le M23. L'objectif de cet échange inédit, ouvrir un dialogue avec les rebelles qui contrôlent la ville et plaider pour la réouverture des infrastructures stratégiques. On a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. À Goma, cette rencontre divise. Certains espèrent qu'elle amorcera un processus de paix. D'autres mettent en doute son efficacité. Nous avons tous besoin de paix et ce sont eux qui ont le pouvoir de diriger et de nous apporter cette paix. Que Dieu leur accorde sa grâce pour qu'ils réussissent. Nous sommes tous derrière eux. Mais pour d'autres, cette initiative arrive trop tard. Les combats opposant depuis des années les rebelles aux forces gouvernementales.
Ils ont bien fait de venir, mais ils sont en retard. Car nous sommes en guerre depuis longtemps, les combats durent depuis longtemps. Ils auraient dû venir avant, car maintenant ce ne sera pas facile de gérer cette crise. Depuis la prise de Goma fin janvier, les combats ont fait plus de 2000 morts dans la ville et ses environs, selon les autorités. Les dépouilles de 14 soldats sud-africains tués en République démocratique du Congo sont arrivées jeudi en Afrique du Sud. Ces soldats faisaient partie de la mission de maintien de la paix de la SADC. Ils ont perdu la vie en combattant le M23. Les cercueils ont été accueillis à Pretoria avec un hommage présidentiel. Lorsque les soldats sont appelés à participer à des missions, que ce soit sur notre continent ou ailleurs, ils répondent à cet appel avec engagement et dévouement. En tant que nation, nous sommes fiers de nos soldats tombés au combat, des hommes et des femmes d'un immense courage. Aujourd'hui, nous avons accompli notre devoir en les ramenant chez eux. Ramaphosa a mis en lumière leur sacrifice, mais aussi leur contribution à la stabilité africaine. Nous, Sud-Africains, considérons nos soldats comme des héros de notre nation. Leur mission en RDC ne se limitait pas au maintien de l'ordre. Ils œuvraient pour rapprocher les peuples, construire la paix, encourager la compréhension mutuelle et ouvrir la voie à une paix durable, tant dans notre région que sur l'ensemble du continent. De nombreux Sud-Africains expriment leur soutien aux familles des victimes, mais aussi des interrogations sur l'efficacité de leur engagement militaire à l'étranger. La situation à l'est de la RDC reste quant à elle de plus en plus complexe.